Tu es né, tu t'es dit je veux être enseignant? Tu Peut-être. Mais pourquoi? as Faut signé un constater. NDA, Donc mon objectif là, c'est de rompre les clichés. On est d'accord? exactement. Aucune urgence. Tu étais surtout surprise du fait que je sois de la fonction publique. Très joli quoi, c'est qui cuvait l'imaginaire. Oui, Tu es dans les ministères. Qu'est-ce oui. que tu peux nous raconter de croustillant ce qui Bonjour et bienvenue au The Leaders Lab. C'est le podcast où les leaders d'aujourd'hui et de demain nous racontent leur parcours en toute intimité. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Christine, et Ça merci va? de ton accueil. Merci d'être venu. Tu es le bienvenu chez nous. Écoute, on va parler de ton parcours qui est extrêmement intéressant, très différent de ceux dont on a eu l'habitude jusqu'à maintenant. Moi, je t'ai connu il y a quelques années durant l'enregistrement de notre podcast. Exactement. Un podcast sur Comme l'éducation. quoi. Ouais, voilà, la boucle est bouclée, tout va bien. Donc moi, le Nicolas que je connais, passionné par l'éducation, il a eu plusieurs parcours professionnels. Il venait de rentrer de l'international. Évidemment, on a commencé à discuter et je te trouve très intéressant et je pense que tu as plein de choses à raconter, mais ça serait bien que tu racontes toi qui est Nicolas. Oui, et tu étais surtout surprise du fait que je sois de la fonction publique. Souviens-toi. Mais oui, parce que, alors, on en parlera des clichés, mais tu étais très cool pour quelqu'un que je voyais comme un fonctionnaire. Voilà, donc mon objectif là, c'est de rompre les clichés. On est d'accord? En Exactement. Bah, partie? avec moi, ça a Très bien. marché quand même un peu. Ça marchera pour tout le monde dans ce Voilà, cas, donc on c'est bon, essaiera. tout va bien. Donc, qui est Nicolas? Compliqué comme question quand même, hein. Mais Oui. je dirais que Nicolas, en quelques mots, c'est un enthousiaste, véritablement. Quelqu'un qui aime être dans le mouvement aussi, constamment. C'est-à-dire que dès qu'il a atteint un objectif, ou en tout cas qu'il s'ennuie dans une fonction, il a besoin de changer. Parce que c'est un éternel apprenant, si je puis dire. Besoin d'apprendre constamment, 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 mais un peu comme toi, me semble-t-il. Ouais, et d'ailleurs, Nicolas et moi, on est en compétition sur LinkedIn sur le nombre de cours qu'on fait par an. Mais tu me bats largement, cela dit. Ouais, bon, j'ai commencé plus tôt peut-être, C'est vrai sur aussi. Coursera à C'est minima. vrai. Écoute, tu es né en France, tu peux nous parler un peu de ton parcours, s'il te plaît, Oui, bien sûr. d'enfance. Ouais. Alors, en l'occurrence, je suis né dans le nord de la France, dans l'Avesnois, donc le sud-est du nord de la France, à la campagne, donc vraiment le beau bocage, patrimoine, un passé industriel extrêmement riche. Donc, un territoire qui a apporté une enfance plutôt heureuse, en l'occurrence, parce que c'était une campagne qui ouvrait à l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on doit se satisfaire de ce qu'on a autour de soi. Et en l'occurrence, je n'ai que des beaux souvenirs, en l'occurrence, de la manière dont je pouvais évoluer dans cette nature qui m'était confiée, j'ai envie de dire, de ce point de C'est vue. très joli, quoi, c'est qui cuvait l'imaginaire. Ah, mais véritablement, et je crois que c'est toujours en moi cette façon de penser les choses. Et d'ailleurs, j'aime rentrer dans mon nord, j'ai envie de dire, assez régulièrement, de manière à retrouver un peu ce lien avec les racines. Ça me semble vraiment essentiel. Et je crois qu'on garde les pieds sur terre dès lors qu'on a cette conception, en tout cas, de la vie et de son passage dans différents territoires. Et où tu peux parler avec ton accent local. Avec l'accent ch'ti, et encore une fois, cet accent, j'essaie de le maintenir, parce qu'encore une fois, ce sont mes racines. Et c'est vrai qu'on a tendance à considérer que le ch'ti enfin que le patois de manière générale, c'est plutôt, non pas prosaïque, mais en tout cas, que c'est pas très Un noble, peu brut. voilà, un peu brut, un peu bourru, etc. Et moi, non, en fait, j'aime bien retrouver cet accent parfois, et peut-être que je l'ai là sans m'en rendre compte d'ailleurs, mais j'aime ça. Écoute, tu es né, tu t'es dit je veux être enseignant? Alors c'est plus complexe que ça. Ah bon? Parce que en l'occurrence, quand on est dans une campagne comme Bah celle dans oui, laquelle clairement, hein. j'étais, près de Fourmies, en fait, la jeunesse dans ces territoires ne se projette pas. De manière D'accord. générale, on ne se projette pas. C'est-à-dire qu'on vit l'instant, il y a très peu de métiers modélisants autour de nous, on ne voit que des enseignants, on voit la fonction publique en fait globalement, c'est-à-dire que Mhm. celles qui essaient de ne pas abandonner les territoires. Dans les entreprises sont parties. Et donc, je crois qu'au tout début, à l'école primaire, je voulais être vétérinaire, mais les animaux sont bien présents aussi, évidemment, autour de nous. Ensuite, professeur d'anglais, à un moment donné. C'est très spécifique. Ouais, c'était assez Pourquoi spécifique, ouais. exactement d'anglais? Parce que c'est une affaire de personnes. En Ok. fait, autour Ah de oui, moi, ouais. il y avait des personnes qui exerçaient ces métiers et qui m'avaient donné l'envie de leur ressembler. Voilà, c'est ça qui importait. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein. Et par ailleurs, j'ai un peu évolué ensuite, dès lors que j'étais au lycée, où j'avais fait un bac histoire des arts, langue et littérature, enfin un Mhm. bac littéraire.
Et enfin là, à ce moment-là, je réfléchissais aussi effectivement au métier d'enseignement, mais plus tourné vers les lettres pour le coup. Et c'est mes enseignants qui m'ont poussé à faire une classe préparatoire, parce qu'encore une fois, je ne savais même pas ce que c'était une classe préparatoire à Mhm. l'époque, mais pas du tout. Donc j'y suis allé. Un peu surpris en arrivant d'ailleurs en classe, de voir le degré d'exigence, de voir qu'il fallait travailler Bah, tu réellement. vois, les clichés. Et des clichés, effectivement, oui. Et puis voilà, donc j'ai suivi un parcours et de la même façon, des enseignants aussi m'ont donné le goût des lettres, de l'analyse, de la stylistique, de l'autre aussi, parce que la littérature, c'est aussi le lien à l'autre, le lien au monde. Et peu à peu, voilà, j'ai commencé à me construire une identité professionnelle avec une licence et un master de lettres, avec néanmoins une passion fortement naissante pour la mode, le stylisme, pour le design. Et donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir au métier de styliste, Mhm. d'architecte aussi. Mais ce sont des écoles qui ne m'étaient pas permises parce qu'elles coûtaient très cher. Il fallait venir à Paris et ça, je ne pouvais pas. Donc voilà, donc j'ai travaillé pendant mes études aussi pour pouvoir voilà, arriver là où je suis. Et la fonction publique, j'ai trouvé que c'était important d'y penser parce que j'avais le sens de l'intérêt général qui était déjà un peu ancré en moi depuis très Mhm. longtemps. D'où le métier d'enseignant que j'ai choisi en fin de compte. Alors, on va parler justement de fonction publique, mais juste avant, donc tu es enseignant. Tu es un bon prof? Je crois que j'étais un très bon prof. Et Ils s'ennuyaient pas, les élèves? justement, non, parce que j'ai toujours veillé à me mettre. J'étais très en empathie avec mes élèves. Et en tant qu'élève, j'étais plutôt assez turbulent, assez souvent. Soit un cliché de dire qu'on n'a jamais été bon élève, mais mauvais élève, mais pour le coup, j'étais assez turbulent selon les enseignants. Et donc, j'ai toujours réfléchi à la manière Mm. dont les enseignants que j'appréciais fonctionnaient pour essayer d'agréger ces manières de faire et de trouver ma propre identité professionnelle. Et j'ai eu des professeurs très inspirants, et je crois que de mon point de vue, j'étais aussi un professeur inspirant pour mes élèves. Tu as encore des relations avec certains élèves Ah bah, ou tu les suis un peu ah bah, mon meilleur ami est un ancien élève. C'est vrai? Il a 35 ans aujourd'hui, mais Bon, à c'est un peine un ancien an de moins élève. que toi. Exactement. Je pense Mm. même qu'il est plus vieux que moi désormais. Désormais, Euh, maintenant. voilà, tu as compris ma relation pathologique autant. Exactement. Mais non, voilà, non, j'ai toujours des relations avec les élèves et c'est vrai que je suis toujours attentif à ce qu'ils sont devenus. Et c'est amusant parce que parfois je reçois des courriels, bien longtemps après évidemment les avoir eus en classe, et les mails commencent souvent par peut-être vous ne vous souvenez pas de moi. Et en fait, si, je me souviens. C'est Et vrai? beaucoup, bien sûr, et beaucoup sont surpris d'ailleurs parfois que je nomme prénom, nom de certains élèves que j'ai pu avoir, eu égard des anecdotes que j'ai pu vivre avec eux dans les classes. Sans googler. Sans googler, par Sans ailleurs, chat ouais, GPT. exactement, Ok. exactement. En fait, ce qui démontre ton âge, c'est le mot courriel. C'est pas ta relation. C'est vrai. Non, Je je crois me que c'est permets, hein. parce que l'administration aspire à ce que l'on utilise la langue française dès lors que le mot Ah, français existe. ça Donc, comme le c'est mot très français existe, intéressant. je l'emploie. Ok. Écoute, enseignant 15 ans, tu décides de quitter la France? J'ai quitté la France en 2013, mais toujours une forme de transition en fait. Parce que lorsque j'étais en France en tant qu'enseignant, disons de 2009 à 2012, j'ai commencé à penser à autre chose. J'étais formateur déjà à l'époque. Mhm. Je travaillais aussi pour une scène nationale, le Phénix de Valenciennes, qui est une scène de théâtre, enfin de spectacle, une scène artistique. Et je présentais des émissions, des émissions sur le canal local à l'époque. Et ça me donnait l'envie de voir autre chose. Et puis à un moment donné, il y a eu un déclic et j'avais vu qu'un poste était à pourvoir au lycée français de Chicago. Et donc j'ai quitté la France pour les États-Unis pour 2 ans. Tu parlais anglais déjà. Je parlais anglais, mais c'était un anglais littéraire. C'est-à-dire qu'à l'école, on apprend plus un anglais littéraire qu'un anglais oral. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Et donc d'ailleurs, ça m'a joué des tours aux États-Unis. Parce que j'avais un langage qu'on ne comprenait pas nécessairement. Mais lycée français, la majorité, c'est en français. Non, toutes les langues sont Tout... représentées. Ah Il oui. y avait, je crois, plus de 20 nationalités dans le lycée français. Donc, Donc, un petit choc culturel quand même. choc culturel, Ouais, mais c'est ce que je souhaitais aussi. C'est-à-dire que exact. mon appétence pour les langues d'une part, et d'autre part le fait de vouloir partir à l'étranger, m'exhortait à ne pas côtoyer les Français plus que ça sur place. Mon objectif, c'était de m'approprier notre Mm. culture aussi. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est toujours le challenge, le risque de l'autre en fait. C'est voir un petit peu comment je peux moi grandir dans un environnement qui n'est pas le mien. Donc, c'est ce qu'on se retrouve, ce que tu disais au début. J'aime bien bouger, j'aime bien changer, j'aime bien apprendre de la nouveauté. En fait, dès que je m'ennuie sur un poste, j'ai besoin d'en changer. Dès que j'atteins un objectif, il faut que je change. Parce que je considère que dès lors qu'on est trop longtemps dans une structure, on ronronne Ou dans et je une crois qu'on n'est pas zone de une plus-value. confort. Ouais. Exactement. Et on n'est plus une plus-value et on n'a pas le regard et le recul suffisant pour apporter quelque chose de nouveau à Mm. l'organisation pour laquelle on travaille. Et c'est pour ça qu'après Chicago, je suis allé à Mayotte. C'est ce que j'allais dire. Donc, 2 ans à peine, Chicago. 2 ans Chicago, 2 ans en Et puis, plein. tu as bougé.
Et au bout de 2 ans, donc Chicago, c'est une ville dans laquelle on est constamment soumis au grandiose, avec par ailleurs un lycée français qui accueillait des familles qui étaient très aisées financièrement, bien Ouais. évidemment, et donc j'avais besoin de retrouver, j'ai envie de dire, du terrestre et du terrien. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi un défi dans les fonctions qui étaient miennes, et donc j'ai rejoint Mayotte en tant qu'inspecteur d'académie, un territoire qui m'intéressait à la fois par son isolement, par ses complexités, euh, notamment au niveau de l'apprentissage des langues, au niveau des aspects sociaux, enfin à tout niveau véritablement. Et je ne me suis pas trompé parce qu'en l'occurrence, en tant qu'inspecteur à Mayotte, on nous confie un nombre de missions colossales Mhm. qui touchent plein de domaines, donc du pilotage, du management, l'inspection évidemment, la formation, donc plein de choses qui m'intéressaient véritablement. Mais alors, quand tu es enseignant, tu es inspecté par les inspecteurs. C'est ça, Ensuite, tu deviens inspecteur. Est-ce que exactement. tu es considéré comme un traître, un ami? Comment ce passage avec tes anciens collègues Ouais. et avec tes nouveaux collègues, comment tu C'est le une vis? très bonne question parce qu'en l'occurrence, quand j'étais encore professeur, donc en 2000, avant de partir aux États-Unis, un inspecteur m'avait contacté pour savoir si le métier d'inspecteur pouvait m'intéresser. Parce qu'il savait que j'étais un enseignant qui était respecté par mes pairs par ailleurs, que je formais et que ça fonctionnait bien. Et j'avais dit non à l'époque parce que j'avais peur de ne plus être moi. C'est-à-dire Mm. que c'est la réponse que je lui avais faite, c'était mais est-ce que je ne vais pas perdre ma personnalité dès lors que j'investis le métier d'inspecteur? Et il m'avait répondu qu'avec mon caractère et ma personnalité, il y avait peu de chance. Ce qui m'avait rassuré, mais je ne me sentais pas prêt. En revanche, à Mayotte, c'est un peu différent parce que dès lors que je suis devenu inspecteur, en fait, j'ai essayé de penser ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que comment exercer cette fonction sans paraître, sans être le traître auquel on peut d'emblée penser. L'inspecteur qui vient dans la classe pour analyser, pour condamner peut-être certaines pratiques. C'est pas ma façon de voir les choses. L'inspecteur, c'est lui qui regarde dedans, inspectare en latin, hein. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'aller aider les enseignants. Et d'ailleurs, la plupart pouvaient me téléphoner ou enfin m'envoyer un courriel pour me parler de leurs difficultés, et j'allais dans leur classe sans les inspecter véritablement, Mm. mais donner de la matière, me mettre en risque aussi moi face aux élèves devant les enseignants, ça me posait aucun problème. Et je crois que c'est dans cette relation à l'autre en fait qu'on parvient aussi à montrer qu'on est là pour accompagner et non pas pour juste contrôler avec en claquant des talons parce qu'on est Ouais. inspecteur. Donc finalement, ça va, tu l'as plutôt bien vécu. Ah, moi j'ai très bien vécu cela, bien sûr. Oui. Et tes collègues aussi. Et mes collègues aussi. Ouais. J'avais 35 ans à l'époque, la moyenne d'âge est de 49 ans, je crois, à l'époque de l'été. Ah ouais. Donc en fait, tu es assez précurseur dans ce que tu fais. Donc tu deviens enseignant dans une région où tu n'étais peut-être pas prédestiné à être enseignant. Ouais. Tu vas à Chicago sans connaître personne, sans connaître le pays. Mhm. Bah, c'est courageux. C'est un Beaucoup. parcours qui est... Alors je sais pas, est-ce que tu le vois comme courageux, ce parcours? Non, parce que je m'interroge pas, enfin, c'est pas la manière dont je fonctionne. C'est-à-dire que je fais juste ce que j'ai envie de faire au moment où je le fais. Et je sais encore une fois que j'aime me mettre en risque. Hmm. J'ai besoin du risque, en fait, de toujours me C'est challenger. ton adrénaline à toi. Exactement, exactement. Hmm. Et ça, c'est toujours ma relation pathologique autant, justement. Le fait de toujours être en ébullition et en mouvement, ça me permet de me sentir véritablement vivant, pour le coup. T'as peur de ne pas avoir assez de temps? Tu, Peut-être. Mais pourquoi? Passer de tu temps, veux qu'on en pourquoi? parle? Donc, On est sur un non, canapé mais là. de pourquoi? Ouais. Dans quel but avoir du temps, Ah, en pour fait? ne pas avoir... Ah oui. Exactement. Bah justement, Non, t'as je crois que dit c'est que t'as juste le pas fait d'objectif qu'il faut remplir le précis. temps. Ouais. Et le temps, pour ma part, se remplit de cette manière-là. C'est le fait de trouver des projets. J'ai choisi la fonction publique, encore une fois. Donc, c'est l'intérêt général. C'est faire en sorte de mettre en œuvre des politiques publiques. C'est ça qui m'intéressait véritablement. Et puis l'humain. L'humain par-dessus tout. Écoute, on va en parler de cette fonction publique. Donc tu viens, tu reviens du coup à Paris? Tu es Oui. revenu à Ah Paris ou non, à Lille? Ah. alors je suis rentré 1 an dans l'académie d'Amiens, toujours en tant Donc tu es qu'inspecteur. revenu dans Mais je me la... suis Oui, ennuyé dans mes fonctions parce qu'après Mayotte, où on a des défis qui sont extrêmement importants, oui. c'était plus la même chose pour moi. Et c'est là que j'ai décidé de candidater au sein d'un opérateur public, une entreprise publique, qui s'appelle Réseau Canopé, qui est un opérateur extrêmement intéressant, très agile, avec une porosité entre le privé et le public par ailleurs qui m'intéressait aussi. Et je suis arrivé en tant que conseiller numérique, ensuite conseiller stratégique et enfin directeur de cabinet Mhm. avec 2 directeurs généraux différents, dont une extrêmement inspirante par ailleurs, mais que tu connais aussi, Marie-Caroline Missire. Et c'est là que j'ai beaucoup appris sur bien des enjeux. Toujours la formation, mais le numérique, évidemment, j'ai embrassé ce sujet-là de manière panoptique, selon plusieurs angles, et je me suis passionné pour ce sujet en l'occurrence. Et donc à partir de là, tu décides, est-ce que c'est une décision à un moment où tu te dis, ok, je suis Réseau Canopé, ça reste quand même public. Euh, Après Réseau Canopé,
je veux aller dans le privé ou je prends la décision de rester dans le public? Est-ce qu'à un moment, il y a eu ce déclic dans ta tête où tu t'es dit, je fais un choix là de rester dans le public? Cette question s'est posée depuis très très longtemps, même quand j'étais enseignant, à vrai dire. Encore une fois, c'est pas un choix par défaut que j'ai fait en enseignant, c'était juste un choix qui s'est opéré par commodité, eu égard à la situation qui était la mienne. En revanche, le privé m'intéressait parce que c'est une autre culture. Et encore une fois, comme j'aime ce genre de défi, je voulais voir si je pouvais moi-même être intéressant dans le privé. Et ma rectrice de Mayotte, Nathalie Costantini, pour la citer parce que c'est une personne que j'admire énormément, m'avait dit à l'époque, Nicolas, on a besoin de personnes comme toi dans le public parce qu'il faut des grains de sable dans les rouages. Et c'est vrai que je me vis comme ça, comme un grain de sable dans les rouages partout où je vais. J'aime arriver quelque part, essayer d'analyser les choses assez rapidement. Et quand j'analyse les choses, j'établis une stratégie dans ma tête pour essayer de faire en sorte que tout fonctionne plus efficacement, plus simplement et peut-être aussi avec plus d'impact. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que tu as un fonctionnement du privé, entre guillemets, dans ta tête, mais que tu mets en place les choses dans le public. Oui, mais je ne veux pas Est-ce être qu'il sur y a cette un dichotomie. fonctionnement justement dans le privé et public? Eh bien, bonne question aussi, effectivement. Je ne veux pas percevoir ça comme ça. Je pense qu'il y a tellement de stéréotypes sur la fonction publique à bien des égards que je considère qu'il y a dans le public comme dans le privé des forces qui sont extrêmement importantes et qui sont capables de lever les obstacles les plus importants. Je crois qu'on fait un choix d'emblée, c'est-à-dire que quel est mon objectif? Toi-même, tu m'as posé la question un jour, souviens-toi, impact ou argent? Oui. Et ça m'a marqué cette question d'ailleurs, elle était très intéressante. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans la fonction publique, on se dit, bon, peut-être faudrait-il à un moment donné que je pense aussi à moi et que et que j'arrête de vivre dans une fonction publique qui ne me reconnaît pas nécessairement complètement. Et ça, il faut l'assumer. En tout cas, financièrement. Financièrement, et pas Mm. seulement d'ailleurs, hein. Ah oui. Voilà, je pense qu'on a tous des relations particulières à nos écosystèmes professionnels. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des temps de découragement, même dans la fonction publique. Mais néanmoins, c'était chevillé au corps. Donc, je me suis dit, tiens, je vais encore tester. Et donc, j'ai changé de ministère. C'est-à-dire que dès lors que j'avais investi Réseau Canopé en tant que conseiller d'IRCAB, ensuite, j'ai rejoint un cabinet ministériel, donc sur l'égalité femmes-hommes. Ensuite, je suis allé au ministère des Armées. Aujourd'hui, je suis à la direction interministérielle du numérique de l'État. Donc, le fait de pouvoir passer d'un ministère à l'autre de cette manière me permet aussi de voir quels sont les invariants au niveau de la fonction publique et quels sont les points forts et les points faibles Mm. de cette fonction publique. Alors c'est marrant, t'as pas fait ministère de l'Éducation, mais t'es allé dans le ministère de l'égalité homme-femme. Exactement, mais parce qu'encore une fois, l'éducation, ça couvre tous les sujets. Et quand j'avais contacté Isabelle Rome, c'était aussi dans l'idée de pouvoir investir les sujets éducation dans son cabinet. Et c'était le cas. C'est-à-dire que tout d'abord, j'étais conseiller éducation, jeunesse, égalité des chances, avec une partie un peu numérique et culture. Et d'autre part, au bout de 3 mois, elle m'a nommé conseiller spécial. Donc là, c'est un peu plus transversal. Ouais. C'est plus Mais de projets. c'est plus de projets et puis différentes missions et c'est ce qui me plaisait aussi. Et c'est ce que j'avais aimé parce que j'étais à côté d'une ministre qui avait elle-même des valeurs républicaines et des valeurs mais pareil, chevillées au corps, qui s'est engagée toute sa carrière, qui était la plus jeune magistrate de France. Et quand je discutais avec elle, on sentait la passion qu'elle avait de ces sujets. Et c'est ce que j'ai aimé véritablement à ses côtés pour le coup. Une ministre d'ailleurs que je remercie personnellement parce que elle a signé la préface de mon livre. Exactement, Aussi exactement. Ouais, beaucoup grâce à toi. ouais. Parce qu'elle croyait en ton propos néanmoins, hein. Donc, Bah oui, mm. mais et qui vraiment aide les femmes dans cette réflexion de l'égalité. Oui, et elle-même m'avait sensibilisé à ces sujets. C'est-à-dire que quand on est enseignant, on est confronté aussi à une micro-société. Et c'est d'ailleurs, on y reviendra après si tu le souhaites, sur le fait que je considère que le professeur, le bon professeur, est pour moi le meilleur manager qui soit. On pourrait y revenir si tu le souhaites. Oui. Mais en tout cas, on est face à une micro-société. On voit la manière dont les filles évoluent, dont les garçons évoluent. Moi-même, j'étais en bac littéraire. En bac littéraire, quand un garçon va en bac littéraire, il est dans une minorité. C'est-à-dire Mm. qu'on va être 5 6 garçons sur une classe de 30, d'accord? Oui. Et donc on subit ces mêmes anathèmes ou ce même mépris parfois de ceux qui vont aller en bac scientifique à l'époque. J'ai perdu des amis en étant en littéraire, mais Parce que véritablement. tu étais en littéraire. Ah oui. En tout cas, la distance se crée Mm. progressivement. Donc, et j'essaie aujourd'hui en fait d'analyser cette approche aussi, enfin, les questions d'égalité à travers ce prisme-là que j'ai vécu en tant qu'élève, en tant qu'enseignant évidemment, dans une fonction publique qui est majoritairement féminine, il faut quand même le souligner aussi, et surtout dans l'enseignement par ailleurs. Et puis après, voilà, auprès de la ministre, c'était embrasser d'autres sujets relatifs à l'égalité femmes-hommes, en ajoutant par ailleurs toutes les questions d'égalité Mm. professionnelle, les questions de violences faites aux femmes, des sujets qui me semblaient aussi très importants.
Un sujet d'ailleurs qu'elle continue à pousser. Et qu'elle pousse encore Ouais. évidemment, même si aujourd'hui elle est ambassadrice des droits de l'homme. Ouais. Nicolas, Oui, tu es dans les ministères. Qu'est-ce oui. que tu peux nous raconter de croustillant, ce qui s'est passé dans de différents ministères? Parce que tu n'as pas fait qu'un seul ministère. De croustillant. Qu'est-ce Croustillant. qu'on n'a pas le droit de savoir? Dis-nous. Alors déjà, je serais plutôt, comment dire, c'est discret sur ce que j'ai pu T'as signé un constater. NDA? T'as signé un Non, document? mais Non? honnêtement, il y a pas. Je pense on fantasme beaucoup sur ce que peut couvrir un ministère. Moi, ce que j'ai pu voir du mien, en tout cas, mais je crois que c'est valable dans tout écosystème aussi, c'est le fait qu'il y a toujours des personnes qui sont portées par leur ego, d'autres qui sont là parce qu'ils ont vraiment envie de porter, de porter des politiques publiques. C'est ce que j'ai vu notamment moi avec ma ministre, et c'est ça que j'ai envie de retenir en fait. Mhm. Après, est-ce que le cabinet ministériel, en l'occurrence, m'a transcendé ou m'a vraiment plu? Je pense que c'était passionnant parce qu'on fait des rencontres incroyables, véritablement, avec tous les gens qui sont très engagés, tissus associatifs, des entreprises, Mhm. etc., qui sont portés par les mêmes ambitions aussi d'aller vers plus d'égalité, par exemple. Euh, mais après, ce qui est peut-être un peu plus dérangeant à mon sens, c'est la question de l'urgence. En fait, c'est de l'argent public, tout ça. Oui. D'accord? Et une politique publique est portée aussi parce qu'elle a défini un besoin des administrés. Et ce que j'ai constaté néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux notamment, le politique est très porté par l'urgence de répondre rapidement, de fait, à des doléances des administrés. Et je trouve qu'à un moment donné, l'urgence, elle détruit un peu le projet à long terme. Et ça, je trouve ça très problématique. Il y a une phrase d'Edgar Morin que j'aime beaucoup qui dit que, à force de privilégier l'urgence au détriment de l'essentiel, on en oublie l'urgence de l'essentiel. Et un cabinet ministériel, il est constamment soumis à de l'urgence. Mais à un moment donné, ce dont on a besoin, et ce dont un ministre a aussi besoin, c'est de penser sur du long Mhm. terme, Sur le fond, de travailler sur le sur le fond. fond du travail. Et on le voit actuellement avec les différents gouvernements qui se sont succédés. Ça a quand même été un problème pour la continuité des politiques publiques. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que nous, on a plutôt le sentiment, là, comme ça, de très loin, qu'il n'y a aucune urgence, justement, dans la fonction publique. Oui, Autant il y a beaucoup d'urgence qui vient dans le privé, on a beaucoup de pression, il faut faire de l'argent, il faut faire ci, il faut... mm. Or, dans les fonctions publiques, bon, on se dit, bon, ils sont bien, ils vont à leur rythme, Oui, ça c'est c'est assez lent, tu vois? un vrai cliché pour le coup. Oui. Honnêtement, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une bureaucratie qui est assez pénible, sur laquelle on travaille beaucoup, notamment à la DINUM, là où je suis actuellement. On travaille à. Alors, on est sur le numérique de l'État, mais on essaie de faire en sorte que enfin, que le numérique de l'État, pardon, soit souverain, soit plus simple, soit efficace. Donc, c'est aussi des démarches que l'on porte de manière à améliorer tous ces éléments-là. Mais la bureaucratie existe évidemment. Après, je trouve que c'est les stéréotypes que tu viens d'évoquer et qui sont extrêmement intéressants, en partie vrais parfois, mais pas plus qu'ailleurs. J'ai envie de dire même que le privé, hein, une grosse boîte privée, à mon avis, c'est les mêmes écueils. C'est juste le fait qu'à un moment donné, il faut pouvoir être en une performance, ou en tout cas avoir de l'impact. C'est l'argent public, je le disais tout à l'heure. Donc l'objectif qui est celui de la fonction publique, c'est de faire en sorte de donner aux citoyens, aux administrés, ce dont il a besoin, enfin dont ils ont besoin pour bien vivre, surtout éducation, santé, etc. Donc évidemment, c'est pas facile du tout. Mais le cliché, par exemple, sur l'absentéisme dans la fonction publique, je crois qu'il y a une étude de la Banque des Territoires de 2023 qui indiquait que l'écart entre le secteur privé et le secteur public était de 1,7 jours. Est-ce que ce 1,7 jours Ça change tout. mérite que Ah la oui, fonction publique soit toujours accusée celle qui fait rien. de ne Voilà, rien faire, soyons, quoi. voilà. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un cliché qui est assez insupportable pour le coup, et c'est ce qui fait qu'on perd notre activité. C'est-à-dire que dans la fonction qui est mène actuellement en tant que DRH adjoint à la DINUM, on est à la fois sur la GRH de proximité, la RH de proximité, mais aussi sur la RH de la filière numérique de l'État. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte d'attirer en fait de potentiels talents vers le numérique de l'État, et les femmes notamment. Mais comment est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, si d'aucuns considèrent que la fonction publique, elle est ce qu'on vient de définir là, Mm. c'est-à-dire la paresse, l'absentéisme, Oui. etc. C'est un vrai problème. Et d'être mal payé. Exactement. Mm. Et en fait, c'est pas tout ça. Et surtout dans le numérique, pour le coup, on Mm. fait des efforts pour s'aligner au Exactement. privé. Ouais. Vous alignez au privé. Et oui, oui, bien sûr, il y a des efforts qui sont faits pour aligner au privé. Tout à fait. Donc en fait, il faut que vous travailliez, entre guillemets, votre marque employeur
Oui, comme n'importe quelle autre entreprise, et bien pour sûr. attirer les meilleurs talents. Marque employeur, performance, études d'impact. Mhm. Non, non, on travaille. Je crois qu'il y a la porosité qui existe désormais entre le public et le privé. Elle sert aussi cette dynamique-là. Il y a une dynamique où on sent bien effectivement que si on n'est pas efficace, on n'est pas attractif. Si on n'est Mm. pas attractif, et puis c'est voilà, c'est un cercle vicieux auquel on prête attention désormais. Oui. Écoute, c'est intéressant. Et en fait, une chose que j'ai remarqué, c'est que vous avez de plus en plus de consultants. Alors, toi, tu es un fonctionnaire, Oui. mais vous avez, alors, je ne sais pas comment vous vous appelez peut-être pas ces personnes consultants, mais des personnes qui viennent aider, qui ne sont pas en contrat fonctionnaire. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que la fonction publique est composée de fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils deviennent fonctionnaires par les concours, c'est mon cas en l'occurrence, Mhm. les KPS, agrégation, concours d'inspecteurs, etc. Et il y a les agents contractuels de l'État, d'accord, qui sont des agents publics aussi soumis au même statut général de la fonction publique, au code général de la fonction publique, mais qui sont sur contrat. Donc là, par exemple, là où je travaille actuellement, je crois qu'on est à 75% de contractuels du privé, parce que le public n'a pas la compétence, enfin le public non, les fonctionnaires n'ont pas la compétence numérique, en tout Mhm. cas beaucoup moins que les acteurs du privé en termes de formation. Et donc on fait venir effectivement des personnes du secteur privé, mais qui deviennent de fait des agents publics. Donc Pour un temps pour un temps donné, donné. mais Mhm. ils peuvent être aussi CDIsés. On peut CDIser Et dans la c'est un fonction souhait publique. ou vous le sentez? Ah En mais fait, une certains fois le qu'on est souhaitent. dedans, est-ce qu'on est beaucoup plus attiré? Tu vois, c'est difficile d'attirer un talent, mais une fois que le talent est dedans, il a un peu travaillé, il se dit que finalement, donc j'enlève tous les clichés, Oui. c'est intéressant, je veux devenir. Est-ce que tu vois cette Ah transformation, bah, moi, je peux te dire que là où je suis actuellement, mais c'est aussi le cas chez Réseau Canopé, nous avons des entrepreneurs, des intrapreneurs, hein, start-up d'État, etc., qui sont présents et qui viennent parce qu'ils ont le sens de l'intérêt général. C'est-à-dire que quand ils réfléchissent à leur futur, à leur profession, ils s'interrogent aussi sur le sens qu'ils donnent aux choses. Et on sait bien qu'au XXIe siècle, là actuellement, la nouvelle génération notamment a besoin de donner du sens à oui, son travail. Et ça, on le ressent véritablement. Et donc les personnes, notamment jeunes, qui viennent à la DINUM ou dans la fonction publique, même dans le numérique, sont des personnes qui ont envie en fait d'apporter, de donner des choses et de partager des changer. compétences qui sont effectivement très présentes dans le privé, mais qui sont aussi importantes dans le public. Écoute, si on change un tout petit peu, Hmm. mais pas vraiment, tu es dans le public, jusqu'à là, tu as plutôt fait le choix quand même de, pas forcément l'argent, mais la responsabilité et de ce qu'il y a en envie en toi. What's next? Est-ce que tu reconsidères, tu continues à considérer le privé? Euh, Est-ce que peut-être qu'un jour, bientôt ou pas encore, t'es pas prêt? Comment tu le sens la suite? De la même façon, si je reprends ta question, encore une fois, je ne fonctionne pas en me projetant. Ça, c'est vraiment important d'avoir en tête. Hein. J'ai pas d'ambition au sens où on l'entend en tout cas. Je suis pas un ambitieux. C'est pas toi le prochain président? Non, et je n'aimerais Pas pas tout de avoir sa suite. place pour le coup, mais véritablement. Pas tout de Ni suite, peut-être, ministre, non. ni autre, non, pas du tout. Non, non, moi, je suis plutôt dans le conseil, j'aime ça. Mais en l'occurrence, ce qui est important, euh, c'est le fait que si effectivement, à un moment donné, dans ma mission, je me lasse, mais que le privé me propose une mission qui m'intéresse, le cas échéant, je pourrais aller dans le privé sans aucun problème. Parce que effectivement, j'ai beaucoup donné à la fonction publique, donc pourquoi pas. Moi, c'est plutôt la mission qui va m'intéresser. C'est pas tant d'être public ou privé en tant que tel. Et je pense que dans le privé, on peut aussi servir l'intérêt général. Je crois qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont d'intérêt général pour le coup, qui essaient Et de plus en plus, d'ailleurs. et de plus en Oui. plus, qui ont des valeurs bien données, voilà. Ou des architectes aujourd'hui qui se définissent en haute qualité humaine. Donc c'est ça qui est Mhm. intéressant. Écoute, quand on t'écoute, on se dit, bah, tu dis, j'ai pas d'ambition, j'ai pas de projet, donc ok, je comprends, t'as pas un Excel dessiné sur les 10 prochaines années, mais t'as pas juste suivi des opportunités, t'as choisi, t'as fait un choix de partir aux US, t'as choisi de revenir, t'as choisi la Mayotte. Est-ce que tu vas choisir, est-ce qu'on va te retrouver dans un an en Espagne, par exemple? En Espagne, on voit que tu retiens bien Tes passions. mes projets, mes passions en tout cas. Non, effectivement, bon, alors l'Espagne, on en rit parce qu'on en a parlé il y a peu de temps sur le fait que c'est un pays qui m'attirait particulièrement. Mais disons que je me projette encore une fois difficilement. Tu dis que je choisis, mais c'est pas que je choisis, c'est que je vois des sortes de signes qui m'invitent à postuler. Par exemple, lorsque je suis allé à Chicago, c'est un moment où je sentais que j'avais besoin de changer. Je tourne Télérama et je vois l'annonce. Ça s'est fait comme ça. Et je n'ouvre jamais Télérama, enfin c'est très rare pour le coup à l'époque. Et quand j'ai lu ça, je dis tiens, pourquoi pas. Quand je suis arrivé chez Canopé, c'était pareil. C'est toujours la petite opportunité comme cela. Lorsque j'ai candidaté chez Réseau Canopé, c'était sur un poste dont je savais qu'il était déjà promu en interne.
Mais on a voulu me recevoir un entretien et le lendemain, le directeur général m'appelle en me disant, voilà, bon, vous savez, le poste est pris, mais je ne peux pas vous laisser partir. Je fais cette proposition-là. Et le poste était à Paris. Donc, je suis arrivé à Paris par ce biais-là. Donc, Mm. c'est toujours des sortes de coïncidences ou d'heureux hasards qui font que je change de poste et voilà. C'est des opportunités que tu te crées en fait, Que je crée ou qui se tendent à moi, que j'en tu sais rien. Vraiment, retrouves. je ne sais Ouais. pas du tout qualifier ça, véritablement. Mais continue, ça a l'air de marcher. Et ça a l'air de marcher. Mais ce qui me rassure, c'est que je le fais toujours avec la même, porté par le même souci de me retrouver dans les postes. La seule différence par rapport à mon passé, c'est que autrefois, je pensais avoir de la chance d'être sur tel poste. Aujourd'hui, je me dis que c'est les autres qui ont de la chance de m'avoir. Mm. Parce que Confiance en soi. c'est pas tant la confiance en soi, c'est juste pendant très longtemps, surtout quand on vient de là d'où je viens, on a un peu le syndrome de l'imposteur. Mm. Et à un moment donné, et d'ailleurs on en a beaucoup parlé ensemble quand Oui. on s'est rencontrés, tu m'avais un peu coaché sur le sujet, et j'ai beaucoup réfléchi d'ailleurs sur la manière dont je devais moi-même me percevoir dès lors que je suis face à une fiche de poste. Maintenant je me dis, ça je ne sais pas faire, mais j'apprendrai. Donc je ne m'enferme plus parce que je ne sais pas faire. Au contraire, c'est parce que je ne sais pas faire, je vais foncer pour savoir faire. C'est quelque chose de plus intéressant du coup pour C'est toi. beaucoup plus Ouais. intéressant. Mm. Et le challenge, il est là, véritablement. Mm. Alors du coup, on en a parlé rapidement, un enseignant pour toi, c'est aussi un manager. Oui. Un leader peut être un leader sans management, mais aussi un leader avec management. Mhm. Toi, il me semble, tu aimes bien le management, tu retrouves ce côté management dans ton dernier, ce job là, où tu viens d'arriver. Est-ce que tu veux nous en parler, là, ton envie de Alors, manager? volontiers, parce que pour revenir sur le fait que pour moi, le professeur est un manager, c'est vraiment important. Dans une époque où l'enseignant est constamment malmené, méprisé, avec une très faible valeur sociale, etc., dans le regard des gens, moi j'insiste pour dire qu'un très bon enseignant, c'est le meilleur manager qui soit. Pourquoi? Parce que quand il est devant une classe de 35 élèves ou 30 élèves, peu importe en lycée, ce sont des identités très différentes, personnalités très différentes. Ce sont des élèves parfois qui n'ont pas envie d'être là. Et pourtant, il faut créer la cohésion, c'est le rôle d'un manager, il faut les faire monter en compétences, c'est le rôle d'un manager, il faut les aider à se projeter, c'est le rôle d'un manager, il faut tout articuler, enfin, toutes les missions du manager, le coaching, etc., Mhm. figurent en fait dans le métier enseignant. Et je crois que les entreprises gagneraient beaucoup à ouvrir de nouvelles perspectives aussi à ceux qui sont passés par l'enseignement, parce qu'ils ont une capacité à gérer le groupe, à gérer des situations complexes dans leur métier en tant que tel. Donc c'est important. Et je sais que dans ma façon de faire actuellement, j'ai toujours, de manière très ancrée, mes stratégies d'enseignant dans toutes les fonctions que j'ai empruntées. Alors c'est marrant, tu étais un bon enseignant parce que tu avais le côté manager, dans ta tête en tout cas. Aujourd'hui, tu es un bon manager parce que tu étais enseignant. Alors, Donc tu retrouves... alors, bon manager, je ne sais pas pour le coup. En tout cas, je pense que je respecte beaucoup ceux avec qui je travaille. Je suis très horizontal. Je suis pas. Le pouvoir m'intéresse pas. Véritablement, je pense qu'on a tous une responsabilité. Et dès que lors qu'on parle en termes de pouvoir, on se trompe à mon avis. Peu importe le poste sur lequel on est d'ailleurs. Mais je crois que voilà, dès lors qu'on entend l'autre, qu'on est en empathie et qu'on reste exigeant néanmoins, on devient un bon manager. Ça me semble vraiment essentiel. Alors Nicolas, je vais te poser une question qui peut fâcher, je sais pas. Oui. Qui est ton manager préféré? Alors, ça veut dire que je dois faire attention à qui va regarder le Et podcast. puisque ces personnes assez publiques, D'accord. Voilà. ça peut être... Mais c'est assez facile en fait, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans ma carrière de travailler pour notamment trois femmes qui m'ont marqué, qui m'ont beaucoup appris. Je les ai citées tout à l'heure assez Oui. rapidement. Il y avait d'abord la vice-rectrice de Mayotte, Nathalie Costantini, que je vois toujours actuellement aussi, parce elle m'a appris déjà à lever beaucoup d'obstacles. C'est une femme qui est extrêmement investie, avec qui on pouvait travailler le dimanche matin, se retrouver au rectorat pour travailler ensemble sur des sujets importants. Donc ça m'a beaucoup marqué. Ensuite, il y avait Marie-Caroline Missire, qui est une femme, une communicante pour le coup, très offensive dans la manière de travailler, mais toujours plein d'idées. Elle remue ciel et terre pour atteindre ses objectifs au service Mm. de l'entreprise dans laquelle j'étais, entreprise publique, hein. Donc c'est vrai que c'était très agréable de travailler à ses côtés pour apprendre en termes de communication sur plein de choses en fait. Et enfin Isabelle Rome, effectivement la ministre de l'égalité, elle qui m'a beaucoup appris, sur ses propres sujets, mais j'ai pu voir encore une fois que quand on est au pouvoir, on peut rester extrêmement humain. Et Mm. elle, c'était son cas. Et je crois que c'est aussi pour ça que je suis resté à ses côtés pendant assez longtemps. Bon, t'en choisis pas une, mais j'avoue, en connaissant les trois, ça aurait Elles été sont difficile complémentaires. de choisir. Ouais, Ouais. parce qu'elles sont complémentaires Ouais. véritablement. Ouais.
Bon, peut-être qu'on les aura bientôt. Ben, bien sûr, Who pourquoi knows? pas? Qui On va sait? Qui essayer. sait? Bon, dernière chose, une question qui est d'ordre un peu cool, entre Oui. guillemets. On a dit que tu es un fonctionnaire cool, et une des raisons du mot cool que j'aurais ajouté au début, c'est ton adoration pour la mode, le style, les Ad- chaussures dont Alors, on parle pas mal. adoration, c'est un grand mot, hein. Non, non, c'est vrai que j'aime bien la mode, mais depuis Ta toujours, hein. passion, bah oui. Je parlais de ça tout à l'heure quand je souhaitais entrer dans le stylisme, le journalisme de mode quand j'étais jeune. Non, ça me plaît beaucoup et pas pour les raisons qu'on a d'ordinaire à l'esprit. C'est-à-dire qu'on voit souvent la mode comme quelque chose de superficiel. Alors que moi, j'ai travaillé sur les relations entre littérature et mode du 17e à nos jours, donc des choses qui m'intéressaient beaucoup. Et en fait, j'ai vu à quel point la mode avait sa gravité, parce qu'elle disparaît constamment. Et c'est Cocteau qui parlait de la mode comme d'une tragédie. Et de fait, c'est un sujet qui m'a beaucoup plu. Et je pense que la mode, c'est aussi un reflet de soi. C'est une manière aussi d'embellir un réel à un moment donné. Et ça questionne beaucoup aussi l'identité. Moi, j'aime beaucoup la relation aux arts, à la mode, au design de manière générale. Et heureusement que c'est Donc, là. on est habillé en noir, mais on a des belles chaussures. Oui, et je précise que je ne suis jamais habillé en noir. Oui, Je crois que c'est une fois et l'année, je quoi. précise que je Voilà. t'ai pas demandé d'être en noir. Voilà. Non, non, du tout. Et c'est une fois par an, mais c'était aujourd'hui. Bah Donc, écoute, c'est la bonne journée pour ça. Dernière question qu'on pose à tous nos invités. oui. Quelle est ta citation préférée? Alors, citation préférée, eh ben, je vais reprendre celle que je reprends de temps en temps pour les vœux. Une phrase qui me porte depuis longtemps, parce que j'aime beaucoup le poète René Char. Et René Char écrit, il faut que ça me revienne, impose ta chance, serre ton bonheur et cours vers ton risque. Et je trouve que cette phrase, elle résume parfaitement un peu la manière dont je pense la vie en tant que telle. Dire qu'il faut pouvoir serrer son bonheur, c'est-à-dire ce qu'on a, imposer sa chance et exister pour pouvoir justement avancer, et courir vers son risque, c'est-à-dire se challenger tout en étant offensif dans cette volonté de se challenger. Ça décrit quand même très bien ton parcours, hein. C'est Ouais, un peu très tout bien ce dans ce que cas. c'est tout ce que tu nous as dit jusqu'à Un peu là. le tien aussi quand même, non? Ouais, un petit peu, surtout le cours vers le risque. Voilà, exactement. Écoute, merci beaucoup. Un Bah, plaisir c'est de moi. t'avoir. Il y a un million de sujets dont on n'a pas parlé, donc on continuera après avec Optiver. Eh ben, avec grand plaisir. On fait Merci ça. beaucoup en tout cas. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir écoutés. Évidemment, likez, commentez et continuez à nous regarder et à nous écouter. À très bientôt.